Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, salut vous autres, c'est reparti pour votre émission Aventure chasse-pêche. Kate, on retourne avec la FQSA à pêche au saumon? Ben oui, parce qu'on s'est dit une rivière, c'est pas assez, on en fait une deuxième, on s'en va, on traverse l'autre bord du fleuve, on s'en va du côté de la rivière Rimouski. Ça, c'est bon, très, très bon. Toi, tu reçois du monde, Normand Bergeron, Geneviève Lacroix, Fondation de la Faune pour le projet saumon? Oui, effectivement. Ensuite de ça, toi, tu vas nous jaser un petit peu des nouveautés avec les caméras Spypoint? Exactement. Puis on se garde un petit peu de temps à la fin. On a un nouvel alignement de bottes Browning. Je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de les présenter parce que c'est le temps là, de choisir bonne botte à son pied. Oui, exactement. Tu me parles de chasseurs, soyez à l'affût de la réglementation. Pourquoi tu m'amènes le sujet? Bien, écoute, pour la simple et bonne raison que sur les réseaux sociaux, on a commencé à voir un petit peu, tu sais, les gens... Il y a de plus en plus de monde dans le bois, ça, on le sait. Mais il y a aussi des petits accros au niveau de la réglementation. Il y a eu beaucoup de modifications, les zones, les ci, les ça. Puis des fois, il y a des nouveaux utilisateurs de territoire. Question d'éviter justement peut-être des problématiques ou encore de vous retrouver dans une situation fâcheuse avec peut-être un agent de protection de la faune qui débarque. Allez donc vérifier la réglementation avant de faire quoi que ce soit, avant de vous rendre sur votre territoire, c'est super important. Puis entre vous autres dans le bois, là, prenez donc un grand respire ou un grand verre d'eau ou une paire de Tylenol. La dernière fois, ça peut faire du bien avant de parler. Oui, on partage le territoire. Ça amène à des situations, la dernière fois, vous êtes armés. Hein? Vous êtes armés, donc vous êtes potentiellement dangereux. Exact. Ça peut réagir assez rapidement. On a déjà eu des reportages comme la guerre des bois dans le passé. Exact. Ça ne tente pas de voir apparaître des choses comme ça. Non. Il y a une certaine ferveur populaire qui n'est pas nécessairement du côté des chasseurs. Là. Aidez-vous, toute la gang ensemble. Afrique, les dates qui sont disponibles, en fait, si on va présentement dans la section Afrique du Sud sur le site d'Aventure Chasse-Pêche. Donc, il y a beaucoup de demandes, ce qui fait qu'on a augmenté le nombre de groupes cette année. Au total, ce sont 6 groupes qui vont pouvoir venir en Afrique du Sud chez Elan Safari. Évidemment, la diffusion des émissions dans les derniers temps d'Afrique du Sud et ce qu'on a fait sur le web, ça a ravivé une certaine ferveur. Et quand les gens voient les forfaits là-bas, parce qu'on ne fait pas le commerce de ça, hein, c'est des forfaits qu'on a négociés avec eux pour vous, eh bien, on comme... Ah, tabarouette, ça serait possible? Ben oui. Oui, mais dépêchez-vous. Il y a 6 groupes. Ça peut peut-être paraître gros, 6 groupes, mais ça part vite en tabarouette des places. Oui, très, très vite. Là, écoute, je vais tenter de sortir mon bon parler pour ma sélection Euno. Je t'amène dans quelque chose de très intéressant, de vif, de fruité. Tu vas avoir de la pomme, tu vas avoir de la poire là-dedans, tu vas avoir même de la fleur, je dirais même fleur blanche dans un certain sens. Oui. C'est très agréable en bouche. Assez que ça va être un vin que je vais proposer de prendre avec un poisson, avec une petite viande blanche, mais aussi avec simplement des croustilles, tiens, pourquoi pas? Honnêtement, c'est assez léger pour ça et ça peut venir faire un petit paradoxe super le fun. Bien, moi, je vais comme faire du pouce là-dessus parce qu'effectivement, souvent, moi, c'est un vin. Je suis pas une fille de vin blanc à la base, mais je l'aime beaucoup avec tout ce qui est craquelin. Petite entrée, un petit vin et fromage, il est juste parfait. Félix, excuse-moi, Vézélie Félix Gruner Veltliner. Donc, félicitations. Vézélie Félix Gruner Veltliner. Très intéressant. Le vignoble autrichien Vézélie, il fonctionne avec la méthode qu'il fonctionne présentement depuis 1679. Et aujourd'hui, le responsable, celui qui s'occupe du vignoble, s'appelle Davis Vézélie. Donc, c'est encore un Vézélie qui est à la tête du vignoble. Donc, très intéressant. Et c'est un vignoble qui va particulièrement amener une touche biodiversité à son environnement. Donc, faune et flore prend très grand soin de ses employés. C'est un vin qui est biologique. C'est un vin qui est faible en sucre. C'est un vin qui diffère totalement du vin blanc que vous faites des fois refuser par certains invités parce qu'ils n'aiment pas le vin blanc, le côté peut-être moins complet ou moins attrayant que certains vins rouges qui vont avoir une grande complexité, une grande longueur en bouche. Et je suis le premier à aller généralement beaucoup plus vers les vins rouges. Mais là, c'est plaisant à boire, vraiment plaisant. C'est votre vin pour, avant le break, le petit dodo le midi à l'Orignal, à prendre en regardant le lac sur la galerie en avant, définitivement. Donc, Vézélie Félix Gruner Veltliner, c'est disponible à 20,05 $ à la sac. Je vous le recommande grandement. Très bon vin aussi.
pour nos jeunes qui poussent les introduire au vin blanc tranquillement, pas vite, après l'âge de 18 ans. Bien sûr, hein, on suit tous la règle. Donc, ça passe super bien. C'est le fun, c'est fruité, c'est trippant, c'est hallucinant. Et c'est disponible présentement. Vous passez par la sac, vous repartez chez vous, on se fait des petites croustilles, puis c'est parti. Merveilleux. Là, il faut aller l'autre bord de la pause. Au bord de la pause, on parle de caméra. Bien, je te parle de caméra SpyPoint. Ça te tente-tu? Ben oui, donc avec les nouveautés. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Qui aujourd'hui se passerait de caméra pour aller à la chasse? Je parle bien sûr de caméras de surveillance qu'on installe dans le bois. SpyPoint est une compagnie avec qui on fait des affaires depuis longtemps, nous autres, les chasseurs. Hein? On achète leurs caméras puis on va les installer dans le bois. Question d'avoir des yeux dans ce bois-là. Parce que c'est pas vrai que je vais aller porter des carottes, des pommes, de la moulée ou faire des efforts et puis me rendre compte de ce qui se passe juste rendu sur le territoire puis essayer d'interpréter les traces. Il y en a qui le font encore. Et puis, probablement qu'ils apprennent plus que ceux qui ont des yeux dans la forêt, mais on a cette technologie-là aujourd'hui qui nous permet d'avoir des yeux dans la forêt. Et puis, depuis un certain temps, on interrogeait la carte SD quand on arrivait dans le bois pour voir qu'est-ce qui s'était passé. C'était un petit peu comme déballer un cadeau de Noël. Mais éventuellement, on est arrivé avec des technologies téléphonie cellulaire sur les caméras de surveillance. On va se comprendre, au début, c'était les premiers balbutiements, puis c'était honnêtement très approximatif. Mais depuis le temps, SpyPoint a grandement évolué ses caméras au niveau cellulaire. Puis dans la gamme que je vais vous présenter ce soir, j'en ai deux. Ça va faire le bonheur de tout le monde parce qu'on parle de deux budgets totalement différents. Vous allez voir que les caméras ont des forces qui sont totalement différentes. Parlant de force, hein, moi, j'ai ma petite préférée ici que je me garde pour la fin. Je vais commencer avec la LM2. Évidemment, caméra cellulaire, on l'aura remarqué, de petit format. Donc, je n'ai pas un format qui est énorme à dissimuler. Vous avez remarqué que les antennes sont rendues beaucoup plus grosses qu'avant aussi. Donc, ici, j'ai une caméra qui, si je la décris mécaniquement, 3 LED, déclenchement à 90 pieds. Donc, le flash est capable d'aller chercher 90 pieds. Déclenchement en 0.5 secondes, ce qui est quand même très rapide à comparer à ce qu'on avait accès à l'avant. Maintenant, si on la regarde un petit peu plus de l'intérieur, eh bien, batterie pack standard. Donc, un batterie pack de 8, on peut carrément retirer la cassette pour mettre les 8 batteries. Et vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'écran. Parce qu'avec les caméras cellulaires de SpyPoint comme ça, bien, ce qui est le fun, c'est qu'on sert de l'application, littéralement. Donc, on télécharge l'application de SpyPoint très rapidement avec le code QR de la caméra. On l'intègre dans notre application. Vous pouvez avoir le nombre de caméras que vous voulez dans votre application, puis aller les interroger. Et c'est dans l'application qu'on va aller non seulement recueillir les photos que m'envoient mes caméras, mais aussi aller changer le paramétrage, donc les paramètres de la caméra, soit si je la veux en photo, en vidéo, la qualité que je veux en termes de photos et de vidéos, et etc. En termes de couverture, très, très, très intéressant. C'est une caméra qui va rentrer dans un budget plus de base, si on veut, si on s'en va vers la Flex S, qui est sa grande sœur ici. Vous aurez remarqué tout de suite, en observant la caméra, qu'on a muni la caméra d'un panneau solaire. Donc ça, c'est une première chose qui est super intéressante. Donc, panneau solaire, distance de déclenchement du flash, 100 pieds dans ce cas-ci. On a plus de LED, on a plus aussi au niveau de la qualité. C'est-à-dire qu'on va aller chercher ici, dans le cas de la LM2, on était à 30 mégapixels. Ici, si je ne me trompe pas, on est à 36 mégapixels. Donc, 20 pour la LM2, 36 pour la Flex S en termes de mégapixels. Mais là, l'autonomie, si l'autonomie est une problématique pour vous, ou juste le fun de ne pas aller jouer dans votre coin de chasse pour ne pas aller mettre des odeurs, bien évidemment, si on utilise des piles aux ions de lithium, on va aller ouvrir la caméra. On a une cassette en dessous ici qu'on va sortir et on va venir mettre les piles dans la cassette littéralement. Donc, on va prendre des piles aux ions de lithium et on va réinsérer. Aussi simple que ça. On a les indicateurs sur la caméra directement de la qualité du signal qu'elle va recevoir si elle est en fonction. Mais je vais avoir au préalable configuré ma caméra. Lorsque toute caméra cellulaire de SpyPoint, on va l'avoir configurée pendant qu'on est sur le réseau. Question de vraiment la paramétrer. Une fois rendu dans le bois, on va juste avoir à l'allumer. Elle va communiquer, elle va m'envoyer les photos. Alors ici, on parle quand même de 36 mégapixels au niveau de la photo. On parle de 1080p en termes vidéo. Donc, très, très, très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant dans le cas de celle-là, c'est que j'ai 2 SIM cards. Donc, la carte de communication cellulaire
Il y en a 2 qui me sont livrés avec, littéralement. Et je vais faire un choix dépendamment. Excusez-moi, la compagnie vous en livre une, je me corrige, mais on peut rajouter une deuxième carte pour aller sur un deuxième réseau cellulaire. Donc, au niveau flexibilité, c'est la grande sœur, c'est l'évolution de la Flex aussi, la Flex S. Donc, S pour la partie solaire, très, très grande durabilité. Donc, autonomie de ce côté-là. Mon grand coup de cœur à moi, et je vous explique pourquoi rapidement. Beaucoup de secteurs où on n'a pas accès au téléphone cellulaire. La Force Pro S, vous connaissez la Force Pro et la Force qui, dans le passé, était déjà de très bonnes caméras. Il existe même des cases anti-ours, si vous vous souvenez, qui se vendaient pour ça. Solaire, première des choses. Deuxième des choses, 0.2 millisecondes en termes de déclenchement, 110 pieds la distance du flash. Mais là où est-ce que ça devient très intéressant, on a 30 mégapixels au niveau de la photo, mais on est en 4K au niveau de la vidéo. Évidemment, je ne transmets pas par cellulaire, ça me permet de conserver des vidéos de plus grande qualité parce que par les airs, le 4K, c'est un petit peu hasardeux. Alors moi, la Force Pro S, si vous n'avez pas de signal cellulaire ou que vous ne voulez pas utiliser signal cellulaire, ça en vaut la peine à 100 000 $. On se quitte, l'autre bord de la pause, on retourne avec la FQSA à la pêche au saumon du côté de la rivière Rimouski. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. We were young, the day I fell into the sun. Something down inside of me was telling me and I knew you were the one. Hey, je suis content, moi, de revenir à la pêche au saumon. Ben oui, on est du côté de Rimouski. On a comme traversé de l'autre côté. On a dit, ouais, ben pourquoi pas? On va venir pêcher de l'autre bord. Écoute, en plus, on est proche de la ville. Ben, c'est une chose d'être initié. Maintenant, il faut voir un petit peu comment on fait ça pour aller à la pêche au saumon. Ben c'est oui. quoi le réseau qui existe. Exact. Puis, on ramène une de nos chums de la dernière fois, Myriam, qui est la directrice générale de Saumon Québec. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien, vous autres. Ça va super bien. Ben là, on a 2 grands bonhommes avec nous autres. Ben Tu les oui. connais-tu, toi? Ben écoute, moi, je connais Normand, qui est président de la FQSA. Puis je- Jean-François? Ben oui, Jean-François, directeur de la ZEC Rimouski. Le seul et l'unique. Le seul et l'unique. Ça a l'air qu'il fait tout à lui tout seul, fait qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, on a traversé la Grosse-Rivière. Oui. On va voir le réseau ici. On va être proche de la ville. Tu vois ça comment? Ben moi, je vois ça comme... Ben, pour commencer, écoute, on a passé au Fly Shop. On est allé chercher quelques petites mouches, question de pouvoir avoir les bonnes mouches pour justement se rendre sur la rivière Rimouski. Normand, c'est L'atelier quand même... du boucheur. Ben Oui, tout à fait. Puis c'est ça l'avantage de nos fly shops au Québec, c'est qu'ils connaissent bien les rivières. Puis ça leur permet de bien vous conseiller justement le type de mouche à utiliser, et ainsi de suite. Puis je pense que vous allez vous ramasser justement avec un beau petit kit là, qui est propice à la rivière. Génial, ça, c'est parfait, ça. Puis après ça, ben écoute, le reste de la semaine, on va faire le tour ensemble un petit peu de comment ça fonctionne, un petit peu la réglementation, comment on fait pour avoir accès justement au niveau de la ZEC. Jean-François, tu vas tout nous expliquer ça? Oui, exactement. On va passer 2 belles journées sur la rivière. On va visiter le secteur contingenté, le secteur public aussi. Là. Il y a quand même de l'eau, c'est le fun, il y a du saumon. Fait qu'on devrait s'amuser. Là. Je pense que vous allez être contents. On se le souhaite. Je tiens à souligner que tu nous amènes à des endroits parce que la ville est juste derrière nous ici. Là. Ouais. 15-20 minutes de la ville, les 2 endroits qu'on va maximum. 5 à 10 minutes maximum. Ben, tu sais, C'est très près. Là. Il n'y a rien de compliqué. Là. On embarque dans la voiture, on y va, on réserve avant, puis point final. Et Myriam, si on veut trouver d'autres endroits comme ça, j'imagine que sur le site de Saumon Québec, il y a une myriade d'informations là-dessus. Il y a une foule d'informations. En plus, on vient de réorganiser le site web. C'est encore plus intuitif, en fait, pour trouver l'information. Il y a toute une section sur les bases. Il y a des cartes aussi avec toutes les rivières. Vous pouvez cliquer sur les cartes puis avoir les informations. Ça mène sur les fiches des rivières. Fait qu'hésitez pas. Puis les gens, ils peuvent nous appeler aussi. On est là, on est disponible pour répondre aux questions. Très cool. Parce que on va-tu pêcher? On va mettre nos weather. C'est en Haïti? Oui. Toi, tu viens de la rivière. Moi, je vous suis, je prends des photos, je vous suis. Bon, ben go, on est parti. C'est cool. Génial. On a vu un flasher vis-à-vis la roche à la tête blanche qu'on voit. Là. Même des fois, il peut y en avoir là, qui fait dans le terrasse. À la plaque aussi, là, sur le bord de la roche, que ça remonte, là, des fois, on en voit. Puis je vais aller voir comment est-ce qu'ils sont montés. Ouais, c'est là qu'on s'en va. Fait qu'on va se mettre une mouche là-dessus. Oui. On est quand même pas mal, là, fait qu'on va...
T'as-tu des trucs inédits là-dedans qu'il faut pas montrer? Oh, j'étais un livre ouvert, moi. Fait que... C'est ça, c'est comme ça devrait être bon. Good. On y va avec ça. Parfait. Ouais, fait qu'on va commencer chacun avec une noyée. Une qui est un petit peu plus sombre, puis une qui est un petit peu plus pâle, le modeleur blanc, qui est une excellente mouche ici, là, quand même. Puis une Marjack, là, fait qu'on est pas mal dans 2 bonnes mouches sur la rivière. Là. Fait que toi, tu veux-tu commencer plus haut? Bon, on peut commencer ici. Là, on peut faire le pied, là, puis on peut le faire en arrière. C'est quand même pas très long à faire. Là, on va laisser Kate avancer un peu, mais m'embarquer en arrière. C'est pas très long à faire. Pas de problème. Tu vas voir, c'est assez simple. T'as pas besoin de caster très loin quand même. Là. Tu devrais être capable de t'en sortir assez bien. T'sais, on voit tu vois un peu comment c'est fait le V, là? Oui. T'sais, on voit il y a des bulles blanches de l'autre côté, puis il y a un V qui est très ciré. Là. Les saumons sont dans cette craque-là. En fait. OK. On voit qu'il y a un gros boulder là, qui est submergé là. Oui. Souvent, il s'en tient là à côté. Et puis souvent ici, comment qu'on le pêche, vu que c'est un pied qui est assez serré, on pêche quand même assez carré. OK. Fait que j'envoie en avant, dans le fond, au puis début, je laisse descendre. C'est ça. Au début, on va commencer un petit peu plus à 45 quand même, vu qu'ici, c'est assez lent. OK. Fait que là, ce que tu cherches à viser, là, c'est la roche qui est dans l'eau. OK. En fait. Plus loin. Ouais, tu vois celle qui est là-bas, là, dans le milieu, là. Ouais. Là, tu veux que ton lancer tombe là. OK. Tu veux que ta mouche tombe à peu près à la pointe, là, en amont. La pointe qui est vers nous, en fait, de cette roche-là. OK, c'est bon. On va être pas mal à la bonne distance. Oups, tu vois, je peux pas Non, voir mais tout. tu vois, c'est correct. Laisse-la aller, gars. Tu vois, là, elle prend sa vitesse, là. Ça va pas vite au début, mais tu sais, elle prend sa vitesse tranquillement. Ouais, là, je vois où c'est qu'elle s'en va. Là. Exactement. OK. Super. Tu vois, à la fin, tu forces pas. J'ai comme donné Ouais, un coup de on plus. a entendu tout donner un coup de plus, ça sert absolument à rien. OK. Regarde quand tu fais ton faux lancer, là. Ouais. Regarde comment ta soie va bien en avant. Ouais. Elle va super bien. Puis quand tu fais ton vrai lancer, là elle perd de la vitesse. C'est vrai. Ça veut dire que fais comme ton faux lancer. OK. On va essayer ça. J'ai tellement peur de la starter à chaque fois comme ça, là. J'ai peur de pogner quelqu'un. Oh, regarde, tu nous pogneras, puis ce sera pas grave, hein. Super, ça, c'est génial. J'ai senti que j'étais trop loin en arrière, par exemple. T'as été effectivement loin un peu en arrière, mais c'est correct. Là, après ça, on va commencer à descendre tranquillement. Oui, là, regarde, t'as juste fait un pour lancer. Puis c'était beau, là. Et je vais te dire, là, ce coup-là, là, essaye de lever puis redéposer. One shot. Hein? Mais tu vois, Ouais, mais moins étiré, par exemple. le principe est simple. Le moins de faux lancers que tu fais, le moins de danger que tu as de te crocheter en arrière. Ouais. Si on calcule qu'on fait à peu près 600-700$ par jour au saumon, une bonne journée, là. Fait que si tu es capable de réduire de 50 tes faux lancers, fait que quand tu arrives en arrière, quand tu arrives en avant, il faut que tu continues à tenir la soie jusqu'à temps que tu arrêtes. Quand tu arrêtes la canne, là, tu lâches ta soie. Okay. C'est là qu'elle va se déployer. OK? Ce qui peut t'aider, là, c'est que tu peux rentrer un petit peu moins de ligne. Et là, quand tu casses, là, ta main gauche, tu suis le rive. Oui. Essaye, là, de garder ta main là. Vraiment Ce que pour... ça fait, là, c'est comme si tu strippais, tu rentrais à la tête. Ben, tu veux que je double le track dans le fond. Ça fait ta première traction. La deuxième, elle est moins naturelle, là. Mais elle, là, elle devrait être assez naturelle. Tu gardes ta main là, tu fais ça de même, tu t'en vas, puis là, tu lâches. OK. Ouais, regarde. Ça commence à être là. Je crois plus à la vitesse de la mouche que le type de mouche, grosseur de mouche. C'est sûr que la grosseur de mouche va venir une variante importante sur la vitesse de la mouche. Plus tu grossis ta mouche, plus qu'elle va ralentir. OK. Yes. Ça sent bien. Là, ce que tu peux faire, Oui. tu vas faire ton casque, tu vas exagérer ton amendement. Oui. Nice. Yes. Lève, puis dépose-les. OK. Plutôt que d'essayer de faire un whip, passer là qu'à Snake, là, tu lèves, puis tu vas apporter. OK. Tu vas vraiment apporter avec le tip de ta canne. Puis après ça, tu vas faire un bout, puis après ça, tu vas ramander de nouveau. OK. Pour qu'elle... L'arca, Pour essayer, comme l'arca tu veux que ta mouche, elle balaye vraiment le centre. Comme là, elle arrête là, dans le milieu du chenal.
où je pense qu'il pourrait avoir du saumon. Fait que question qu'elle balaye au complet, une fois qu'elle a commencé à traverser, avant qu'elle arrête, tu ramandes un autre fois pour que le courant qu'il y a là fasse une ballonne. Amande? Yes! Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Ah ben Kate, on va aller s'essayer. On vient de spotter un saumon en bas. OK. Qui est bien placé pour pêcher à la sèche. Fait qu'on va s'essayer à la drague. OK. C'est un peu nouveau comparativement à tantôt. Moi, je t'écoute puis je te suis. Mais ça va bien aller. Il n'y a OK. pas de stress là. Petit guido. Je ramasse la canne puis on y va? Yes sir. OK. Génial. Ouais, c'est bon ça. Tu peux t'étendre. Il est là. Tu vas avoir de l'émotion si ça mord, tu vas en avoir. Je suis tellement concentrée sur ma technique. D'après moi, ça va mordre, je vais faire C'est vraiment trippant pour nous autres. On est habitué de pêcher en lac, puis on voit pas les poissons à cause de la profondeur de l'eau. On les voit sur un sonar. Là, on a pu observer un poisson qui est vraiment venu se positionner au centre. Ah, il se sentait pas bien, il est allé dans le rapide, il est retourné sa structure centrale. Et évidemment, l'endroit où est-ce qu'elle doit casser n'est pas super accessible. Il faut vraiment qu'elle casse pour être capable, à faire sa place sa mouche pour qu'elle soit capable de passer au-dessus de la structure et que le saumon la voit très bien passer. Elle oblige à être sur le petit cap de roche en haut. Donc, ça fait plusieurs fois qu'elle passe sa ligne directement, donc la mouche passe directement sur le dessus du saumon. Le saumon la voit très bien. On aimerait ça qu'il y ait une couple de degrés de moins qui passe en face parce que là, ça commence à être chaud un peu. Probablement qu'en conditions d'eau plus froide, là, il aurait déjà venu, il serait au moins venu poker un peu la mouche. Là, il semble être pas mal léthargique. Chérie, c'est ton tour. De? C'est ton tour d'aller essayer. Ouais, tu veux aller plus au large. Là. Ouais. Comme ça, tu sais, le saumon il est là. Même là, il a super bien vu. Exact, c'est le genre de lancer là qu'il faut faire. Regarde, il est là, lui, là. On le voit bien, là, la caméra, là. Ah oui. Tu vois, là, il vient d'amener à la surface, là. Il y en a deux. Il y en a un autre, là, regarde, il est là, on le voit bien, là, il bouge, là. C'est pas qu'on les a pas essayés comme faut, là. Il a bien pêché, là. Plusieurs lancers target, là. Mine de rien, là, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant d'aller dîner, là, j'ai monté ma Switch, juste vous montrer les avantages de la canne à deux mains. Ben oui, on aimerait savoir ça. La canne à deux mains, le gros avantage, naturellement, c'est qu'on a plusieurs rivières, plusieurs fosses, où à un moment donné, tu n'as presque pas de backcast. L'avantage de la canne à deux mains, c'est que la figure que tu fais permet, c'est un ancrage d'eau qu'on fait, puis la mouche, en fait, elle lève pas mal au même niveau que tu. Fait que tu pourrais, en principe, tu pourrais caster avec aucun backdrop parce que ta mouche, elle va pas pantoute en arrière. Ça, c'est le gros avantage. Deuxième avantage, c'est la distance. C'est une canne généralement qui est plus longue. Une switch est à peu près 11 pieds. Au-dessus de 11 pieds, là, tu tombes dans ce qu'on appelle les spérodes. Au Forum Spé à Sherbrooke, il y a un manufacturier allemand qui est arrivé avec des cannes de 18 pieds. C'est des méchants gros fouettes là, en fibre de verre. Mais typiquement, ici au Québec, là, à l'eau haute, quand on veut avoir de la distance, quand on veut pêcher avec de la grosse mouche, avec des boucalants et ainsi de suite, les gens vont pêcher avec de la 13 pieds, 13 pieds 6, 14 pieds. Mais la switch, honnêtement, j'ai tellement pris goût à ça que 90 de mon été, la noyée, je la pêche avec une switch. Le gros avantage de la canne à deux mains, c'est que tu forces vraiment pas. Ton bras de puissance à la canne à deux mains, c'est plus elle. Et ça devient l'autre qui est ton bras de puissance. C'est le levier du bas, là. OK. Fait que tu forces pas partout. Fait que l'été, moi, j'aime ça garder mon bras pour faire la sèche. Comme je disais tantôt, une journée complète au saumon, on calcule à peu près 600-700 casses par jour. Quand t'es 3-4 jours à pêcher, à un moment donné, tu finis, puis surtout qu'on pêche de plus en plus avec 19 pieds et demi, 10 pieds, on commence à le sentir. Tandis qu'avec une petite switch, c'est super léger, puis ça te permet là, de sauver ton épaule pour faire de la sèche. Bon, écoute, ça, c'est ma préférence. Là. Si j'avais 2 cannes à avoir, moi, ça serait une 9 pieds 6 à une main, puis une switch de 11 pieds. Là. Ça, là, t'es capable de te sortir d'à peu près n'importe quoi. Là.
pèse ça, là. Mon Dieu, ça pèse rien. Ça pèse absolument rien. Pas une canne d'11 pieds, là. Ah oui. C'est fou. Ça. À canne, toi. Oui. Là. Alors, messieurs, dames, êtes-vous prêts à aller pêcher par ce froid glacial? Ben oui, certain qu'on est prêt. On est prêt, on est prêt. Une autre fosse, on est sur la même rivière encore. Là, ça, c'est-tu genre de fosse qu'on a accès facilement? C'est une fosse à tirage au sort. Comment ça fonctionne? Ici, en fait, là, pendant la période là, qui se fait du 15 juin jusqu'au 15 juillet, la fosse est publique. Ensuite, ça tombe contingentée du 16 juillet jusqu'au 31 août. Là, donc, là, c'est par tirage au sort. Pré-saison, 48 heures. C'est 4 perches par jour. OK. Donc, mais là, on est encore, évidemment, dans la période qui n'est pas contingentée, donc c'est public. Fait que dans la saison, là, la fosse qu'on s'apprête à montrer, c'est quelque chose que les gens, tout simplement, communiquent avec la ZEC. Exactement. Puis ils peuvent carrément venir ici et pêcher. Si c'est disponible, si c'est pas déjà pris. Exact. On a contingente, en fait, dans la période où, si on veut, est la meilleure, puis aussi où le saumon est un petit peu plus vulnérable, parce qu'ici, il y a un refuge thermique d'importance quand même. Là. Fait qu'on essaye de diminuer la pression de pêche, évidemment. On protège la ressource. Exactement. Cool. Ben, on va-tu voir la ressource? Ben certain qu'on va aller voir la ressource. Alors, qu'est-ce qu'on met sur cette ligne? Là, on va se mettre un petit modeleur brun avec un bas de verre, en fait, qui est bien bon ici quand même. Là, qui est... Good. Ouais, une petite version que moi, j'aime bien pêcher. Donc, C'est bon. C'est-tu toi qui es fait, tes mouches? Oui, j'en fais quand même plusieurs là, dans l'hiver, surtout. L'été, j'en fais pas vraiment. Trop occupé l'été à pêcher. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est l'hiver qu'on fait des mouches. Fait que, ben ouais, c'est tout moi qui ai fait. Donc là, on va commencer court. Ici, c'est une fosse qui est assez classique quand même. On a un rapide qui est évidemment le courant est plus fort. Ensuite, ça, on va avoir une petite période que la fosse est un petit peu plus lente, mais que le saumon va se tenir quand même pas mal dedans. Fait qu'on commence plus court. À 45 degrés, on va balayer le pot. Le courant est égal ici, il n'y a pas de contre-courant, donc ça va bien se balayer. Puis on étire tranquillement jusqu'à temps qu'on atteigne la pleine longueur. Ensuite, on commence à descendre. C'est quand même une fosse que ça travaille vraiment super bien. C'est égal ici. Okay. C'est bon, ça. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Ça va bien ton affaire. Mais j'en mandrais pas par en bas. Il y a quand même un bon courant, là. Et même, je casserais peut-être un petit peu à angle, là. Okay. À 90, comme ça, là, elle voyage vite un peu. Ouais, si tu vois, là, de la façon qu'elle s'est déposée, là, ta mouche à pêche immédiatement en se déposant. Et comme ça, tu es sûr de balayer ta fosse au complet. Là. Ça coule bien. Ah, ça, c'est génial. Parlant de fosse, un petit peu de misère à déterminer ou à différencier les deux. Tantôt, vous parliez sur le bord de l'eau de rivières sur lesquelles il y a des fosses contingentées et des fosses publiques. Oui. Il y a des rivières qui sont toutes contingentées et des rivières qui sont toutes publiques. C'est quoi une fosse contingentée? Fosse contingentée, c'est des fosses ou des secteurs, en fait, contingentés. Ce sont des secteurs où le nombre de perches est limité. Il y a des rivières, comme tu l'as mentionné, qu'effectivement, 100% de la rivière est contingentée. Donc, la seule façon d'y accéder, c'est par des tirages. Il y a deux types de tirages. Il y a les tirages pré-saison qui sont... la grande majorité des rivières au Québec, c'est le 1er novembre que se fait des tirages pré-saison. Ça, tu as le droit de mettre jusqu'à 10 cartes par rivière. Et puis, ça te permet d'aller pêcher dans un secteur contingenté quand tu sors au tirage. Dans l'ordre que tu es sorti, tu choisis tes dates qui restent, puis tu as le droit à 2 jours. Okay. La majorité des rivières. Le type de rivière, c'est 3 jours, mais la majorité, c'est 2 jours. Ensuite de ça, tu as le tirage 48 heures. La majorité des rivières qui ont des secteurs contingentés, ils offrent un tirage, donc 48 heures avant la date où tu pêches. Excellent, ça. Si tu sors au tirage, ben là, tu as le droit à 1 journée sur le secteur contingenté. Les secteurs contingentés, typiquement, on ne se le cachera pas, c'est les endroits qui ont les meilleures fosses. Il y a plusieurs rivières qui offrent quand même des secteurs publics, comme ici, on est sur la rue Musky. Il y a quand même un bon secteur public. Ça, il est quand même poissonneux, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a quand même des bons taux de succès au niveau du public.
sur l'ensemble des rivières. Puis Jeff avait l'air à dire que ça a un rapport avec, évidemment, la protection du saumon, le fait qu'on contingente certains secteurs. Bien, effectivement, étant donné que c'est des pools qui sont typiquement un petit peu plus peuplés, on limite la pression de pêche. Tandis que tous les secteurs publics, bien, ça, c'est limité. Donc, c'est sûr que des fois, dans des périodes d'achalandage, naturellement, ça met un petit peu plus de pression de pêche au niveau des rivières. Puis, c'est quelque chose qu'on regarde présentement au niveau du ministère aussi, voir quelles sortes de solutions on pourrait trouver dans les grosses périodes, entre autres, je dirais les 2 premières de juillet, là, dernière de juin, les 2 premières de juillet, c'est ce qu'on appelle le prime time sur la majorité des rivières à saumon. Essayer de trouver une façon légale, en fait, de limiter un petit peu l'accès, pas dans le but de limiter l'accès, mais enlever un petit peu de pression sur le poisson. En fait, on protège l'accès, parce que si on ne fait pas ce genre d'action-là, bien, on va être obligé de limiter énormément l'accès dans le futur parce qu'on va être en situation de critique. Fait que, de manière prophylactique, on applique des moyens comme ça qui nous permettent de garder. Bien, l'accessibilité aux rivières est importante pour nous autres, mais la qualité de l'expérience devient aussi importante. C'est ça. Faut que tu le travailles. C'est dire qu'au Québec, si on prend le temps de se renseigner, il y a parfaitement moyen de trouver une belle rivière sur laquelle pêcher. Si on s'y prend d'avance en appliquant au tirage au sort, il s'agit d'appeler les EC ou encore les associations de pêcheurs pour voir comment ça se passe. Ou sur le site de Saumon Québec, littéralement. Bien, en fait, sur le site de Saumon Québec, effectivement, il y a énormément d'informations. L'ensemble des rivières y est accessible. Puis l'information, justement, sur les tirages pré-saison, les tirages 48 heures et ainsi de suite. Toute l'information est là à partir du site de Saumon Québec. Génial. Myriam, plan de match demain matin? Plan de match demain matin? On s'en va. Je pense qu'on va se lever vraiment de bonne heure. Trop de bonheur. On se lève encore une fois, trop de bonheur. On va vous faire pêcher vraiment tôt. On va être dans un secteur contingenté. Il va y avoir encore Jean-François qui va nous accompagner. Exact. Ça va être merveilleux. Il va y avoir du poisson là, ça c'est sûr. Confiance et chance. Bon, ben, on va c'est les mots à retenir. Confiance et chance. Ouais, puis dodo aussi. Puis dodo, hein? Bon, ben, go, on y va. C'est bon. Une pêcheuse prête, ça? Ah oui, je suis prête. Ben, moi, j'ai mis tout, on est prête, là. On a déjà vu bouger du poisson. On est sur une fosse contingentée ce matin. Oui, exactement. On est dans le secteur 3, en fait, la fosse 12, qu'on appelle communément la fosse du Pot, en fait, qui est pas mal une des plus populaires sur la rivière quand même, une fosse qui donne quand même beaucoup de poissons dans l'année. On est quand même privilégiés. Oui, oui, vraiment. C'est un bon secteur. Le timing est bon. C'est vrai que l'eau était chaude un peu hier, mais ça a refroidi la nuit. Je pense qu'on a quand même des chances ce matin de faire quelque chose. Coup d'œil de gueule. Ah oui, vraiment. C'est super beau. Maintenant, il faut aller chercher le poisson kid. Oui, tout ça vient de bouger là, de 6h à midi en ligne droite. C'est beau. On est parti. Go, go! Mais ce que tu veux, en fait, c'est que ta ligne vienne à soi droit. La seule façon de produire ça, en fait, c'est de lancer plus en amont. Oui. Un coup que ta ligne tombe, elle va être droite. Mais là, il faut que tu amendes par en haut. C'est bon. Ouais, c'est génial. Tu vois, tu veux pas trop tirer vers toi. Tu veux comme lever puis aller placer, tu sais. OK. Et ça, celui-là, c'était parfait à drifter. Oups, regarde, vois-tu? T'as-tu vu ça, moi? Oui, j'ai vu passer. Regarde, t'es vois-tu? Oui. Il est là. Il est vraiment là.
Hey, t'en as vu les premières fois au bout du compte avec cette émission-là, toi? Ça n'a pas de bon sens. Encore une fois, cette semaine, initiation pêche au saumon. Oui. Avec, bien encadré, avec des gens super le fun, mais avec des endroits aussi qui sont formidables. Ben absolument. Tu sais, je veux dire, le but, cette deuxième partie-là, parce qu'on avait un premier reportage dans lequel on était initié. On a continué le mentorat cette semaine, mais le but, c'était de démontrer que la pêche au saumon, c'est facile d'abord. C'est très facile quand on est avec les bons partenaires. Exact. Cette semaine, on est avec les gens, la ZEC de Rimouski, la ZEC Saumon Rimouski, mais surtout toute la semaine avec la gang de la FQSA, la gang de Saumon Québec. Merci, gang, pour une belle semaine. Vraiment. Merci beaucoup. Super le fun. C'est vraiment plaisir. De A à Z, ça a été génial. On a passé du temps ensemble. Dans une première partie, moi, j'ai passé du temps beaucoup avec toi, Myriam. Et puis, ici, du côté de Rimouski, j'étais avec toi, Jeff. Yes. Donc, tu m'as permis de peaufiner les techniques. C'est quelque chose que tu offres ici du côté de Rimouski, faire un peu de mentorat. Ben, exactement. En fait, on a beaucoup de journées d'initiation avec un guide, un propagateur. Donc, ça aide beaucoup pour avoir les bonnes bases là, quand même. C'est une bonne façon de s'initier à cette activité-là. Parce que ça peut être intimidant un peu pour des gens qui ne connaissent pas ça. J'avoue, c'est intimidant, c'est beaucoup de choses à apprendre, c'est beaucoup de notions, mais vous le faites avec brio et avec passion. Fait que c'est génial. Toi, de ton côté, tu étais avec Normand? Toi, t'avais peut-être deux mentors. Là. Moi, j'avais le mentor. Oh, Je mais c'est m'excuse. ça parce que toi... Non, oui. Normand, décidément, c'est la personne qui m'a fait comprendre les lacunes que j'avais dans la façon que tu les as abordées. Puis ça, un énorme merci. Honnêtement, c'était vraiment trippant sa rivière avec toi. Non, mais c'est le fun aussi de coacher, en fait, des gens qui l'ont un peu naturel. Puis honnêtement, les deux, je les ai vus aller depuis 2 jours, puis c'est clairement naturel. Fait beaucoup que lâchez d'amélioration. pas, la maladie s'en vient. Elle est déjà prise, je pense. Une autre personne qui était avec nous, puis qui représente un peu ce qu'on aime, nous autres, des activités de chasse puis de pêche, c'est d'être avec la famille, c'est d'être dans notre petit cocon à nous autres. Puis il y en a une qui est très, très proche de nous autres. Ça pourrait être ma sœur, ça pourrait être ta sœur, carrément. Ah oui. Joanie qui était avec là pour assurer les fous rires toute la semaine, elle est en mode photo, vous l'avez moins vu à l'écran. Merci, ma belle Joanie, encore une fois. Merci, de m'avoir invité, puis félicitations pour votre initiation. Merci. Hey, ce n'est que partie remise. Finalement, c'est une conclusion. Hein. La barre de la pêche au saumon n'est pas si cloîtrée qu'on le pensait. Au contraire, il y a des ressources. Il s'agit de les utiliser. Rendez-vous sur le site de Saumon Québec. Rendez-vous sur le site des différentes ZEC qui proposent la pêche au saumon, les différents territoires et clubs de pêche qui proposent le saumon. Renseignez-vous, appelez-les. C'est super facile au bout de la ligne. Merci, gang! Cheers! Cheers! Yes! Good! Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. On a eu un été particulièrement mouvementé au niveau de la température, puis c'est pas toujours évident de savoir est-ce que l'eau est fraîche, est-ce que l'eau est chaude. J'ai des gens pour nous en parler. Pour vrai, il y a des gens qui regardent ça. J'ai Geneviève qui est avec moi, chargée de projet du côté de la Fondation de la Femme. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Ben oui. Et Normand, qui est professeur, et là, je ne veux pas me tromper en disant l'INRS, c'est bien Parfait. ça? Oui, Ah, bingo. bien, je l'ai dit comme il faut. Donc, vous avez un projet présentement, mais qui concerne vraiment particulièrement l'espèce du saumon. Oui, tout à fait. C'est un programme qui a été financé par la Fondation de la Faune, qui est en cours depuis 2021, puis qui vise, dans le fond, à prendre des données et à mieux connaître les refuges thermiques dans certaines fosses des rivières à saumon. OK. Fait que il y a beaucoup de données qui ont été prises. C'est vraiment un projet d'étude que Normand a bien mené avec son équipe, là. OK. Donc, Normand, peut-être de nous en parler un petit peu plus. Ça a commencé comment? D'où est venue cette histoire de projet d'étude-là? Qu'est-ce qui vous a... Comment je dirais? Qu'est-ce qui a fait démarrer tout ça? Bien, je pense que tous les pêcheurs de saumon ont remarqué que quand il commence à faire trop chaud, les saumons se rassemblent dans 1, 2 fosses particulières, toujours les mêmes fosses. Puis souvent, on suspecte, on se dit, bon, il y a de l'eau fraîche là. Des fois, on le sait, ah oui, il y a un petit tributaire froid qui arrive. Oui. Mais c'est pas les mécanismes qui créent ces refuges-là. Premièrement, on ne sait pas vraiment si c'est plus frais là qu'ailleurs. Puis on ne sait pas comment, si c'est plus frais, quels sont les processus. Fait que là, nous, notre projet, c'est de se promener sur un grand paquet de fosses à saumon. Pas juste celles où on sait que les saumons se rassemblent, mais aussi d'autres pour voir, finalement, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces fosses-là,
qui fait que, oui, il y a des refuges puis que les poissons se rassemblent là pendant l'été quand il fait Comment vous avez procédé pour pouvoir faire cette récolte de données-là? Principalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un mouillage pendant quelques jours sur chacune des fosses qu'on a étudiées. On commençait par faire une genre de bathymétrie de la fosse. Okay. On essayait de trouver les points les plus profonds. Aussi, on promenait un thermomètre digital dans le fond pour essayer de voir, est-ce qu'on peut déjà détecter des endroits froids? Puis là, on mettait un mouillage, comme une ancre avec une corde puis une bouée à la surface avec plein de thermographes qui étaient programmés pour enregistrer aux 15 minutes la température de l'eau. Okay. Fait que là, pendant à peu près 3-4 jours, on avait toute l'évolution de la température dans le temps sur toute la profondeur d'eau. Okay. C'est pas mal ça qu'on a répété. Puis on a essayé d'avoir des fosses de formes différentes, de tailles différentes, parce que ce qu'on suspecte qu'il va faire... Parmi les causes possibles de formation, il y a des résurgences d'eau souterraine. Ça, il y a certains endroits où la géologie va faire que l'eau souterraine va être focalisée à un endroit particulier. Puis souvent, les fonds de fosse, il va y avoir de l'eau qui va ressortir. Okay. Mais il y aurait beau avoir de l'eau qui sort, si la vitesse de courant est forte, ça va tout de suite mélanger. Puis il ne restera pas de structure fraîche. Fait qu'on sait ou on suspectait qu'il faut qu'il y ait des vitesses de courant relativement faibles pour que, quand l'eau fraîche arrive, elle reste comme trappée là, entre autres. Fait que, en même temps, on installait cette chaîne de thermographes-là, mais aussi, on prend des vitesses à différentes profondeurs, ou même pour voir si, mettons, la zone, l'épaisseur du refuge thermique est liée avec, juste au-dessus, peut-être une zone de vitesse plus forte qui va faire que là, ça va dissiper, mais en dessous, la zone d'eau fraîche va rester protégée, si on veut, de ce courant-là, puis de ce mouvement d'eau-là. Sérieusement, c'est fascinant. J'espère qu'on va pouvoir voir les conclusions de cette étude-là, parce que c'est quand même quelque chose qui peut peut-être s'appliquer à d'autres plans d'eau, ailleurs, pour peut-être d'autres espèces, en fait. Est-ce qu'on va pouvoir les voir quelque part? Oui, comme à chaque année, là, ça fait 2 ans, là, on fait le Forum des savoirs sur le saumon atlantique avec la FQSA et le CIRSA. Moi, je suis un chercheur membre du CIRSA, le Centre interuniversitaire de recherche sur le saumon atlantique. Puis déjà, mon étudiant a fait une présentation le printemps passé sur les résultats de la première année. Mais là, au printemps prochain, le projet va être fini, puis on va avoir l'histoire complète. Là. Fait que ça, c'est un bon endroit. Puis sinon, on va avoir un rapport qui est produit, qui va être remis à la Fondation, puis il va y avoir des articles scientifiques aussi. Fait que vous pourriez me contacter si vous voulez avoir plus de détails. C'est sûr et certain qu'on va le faire. On va en parler peut-être dans le magazine. Même, je pense que ça pourrait faire un bon article. Geneviève, tous ces types de projets-là que vous faites du côté de la Fondation de la Faune, que vous chapeautez, ne sont pas possibles sans votre apport. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce projet-là en particulier? En fait, la Fondation de la Faune est là pour soutenir financièrement les projets principalement. Puis, comme tu le sais probablement, il y a beaucoup de nos fonds qui proviennent des revenus des chasseurs, pêcheurs et piégeurs. Donc, il y a une partie de chaque permis qui est vendu qui revient à la Fondation de la Faune. Puis nous, notre tâche, c'est de financer des projets justement qui vont avoir un retour pour la faune, les habitats, et aussi pour les chasseurs, pêcheurs et piégeurs, évidemment. Là. Fait que ça, c'est un très, très bel exemple parce que, surtout en contexte de changement climatique, de plus en plus, on sent l'importance de ces milieux-là, puis ça se parle de plus en plus. Fait qu'on trouve ça super intéressant. Puis c'est intéressant aussi de pouvoir transmettre ces connaissances-là à d'autres organisations pour justement conserver ces milieux-là qui sont super importants ou mieux les aménager. Fait que ça va être, je pense, une suite qui va être très, très, très intéressante. Là. Bien, vraiment. Puis si on veut plus d'informations, bien, pour tous ces projets-là, on se rend sur le site web de la Fondation de la Faune. Tout y est inscrit. Il y a une mine d'or d'informations qui se trouve là. Merci à vous deux d'avoir été là. On va s'en reparler très, très bientôt, c'est sûr et certain. Et vous autres, de l'autre côté, bien, restez là de l'autre côté de la pause. Vous allez voir, il y a encore du contenu enlevant qui s'en vient. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cette partie d'émission. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Écoute, qui dit saison de chasse dit bien entendu
Écoute, mettre de quoi dans nos pieds qui a de l'allure? Bien, les extrémités, c'est les premières à geler. Puis les pieds, pour plusieurs personnes, c'est un challenge de choisir la bonne botte ou la bonne chaussure pour soit mieux ou moins soutenir la cheville, dépendamment de notre niveau d'aisance. Puis dépendamment de la chasse qu'on va pratiquer aussi, avoir la botte qui est adaptée en termes d'isolation. Browning? Ben oui, écoute, les bottes Browning qu'on utilise déjà depuis quelques années, mais qui arrivent avec une panoplie de nouveaux modèles cette année. L'amalgame est très complet et on va voir qu'on a vraiment des bottes pour tous les goûts. En partant, si on veut des moins chaudes, on va partir au centre puis on va aller vers les plus chaudes, vers le côté. Oui. Je te laisse commencer. Ben oui, écoute, laisse-moi commencer avec la fameuse Huntsman, mais là, tu me fais commencer avec le modèle homme. Oui. Mais c'est plus toi qui l'as utilisé. Écoute, 100 grammes de Primaloft au niveau de l'isolation. Donc, on parle d'une botte plus de début de saison. Vraiment, super beau modèle avec le fameux renfort qu'on aime tant, là, ici à l'arrière, au niveau de la... Quand on fait de la chasse, quand on fait de la marche... C'est cintré. Le cuir vient rattaché à l'arrière. Ça tient bien. C'est hyper important. Puis ça, je pense que Browning y a pensé cette année. Et l'autre chose à laquelle je veux porter l'attention, c'est l'épaisseur des semelles. Parce que souvent, on va faire énormément de marches en début de saison et ça nous prend une semelle qui est capable de justement, comment je dirais, vraiment encaisser, c'est ça, encaisser les coups. Tu sais, il y a deux parties d'une semelle. Hein. Donc, on a une bonne semelle avec un bon, on va dire, un bon patronage, comme sur un pneu, un bon thread pour créer une traction puis qui ne glissera pas. Mais il y a une autre partie à laquelle on pense pas souvent sur une semelle qui est excessivement importante. On appelle cette partie-là ici la semelle intercalaire. Cette semelle intercalaire-là, on veut la faire pour un petit peu comme la bourrure dans un casque de moto qui va venir absorber le coup. La problématique, c'est que les polymères qu'on utilise généralement pour faire la semelle intercalaire donnent du poids à la botte. Ici, dans l'alignement de Browning pour 2023-24, on a été utiliser des matériaux qui sont hyper légers, donc ça ne vient pas jouer sur le poids de la botte, de un. De deux, c'est des matériaux qui sont permissifs, donc je vais avoir moins de sudation dans la botte, qui est aussi faite avec un matériel antibactérien. Exact. Je peux vous dire, pour l'avoir portée, celle-là, de 3h30, 4h du matin en anticosti jusqu'en arrivant à la maison le soir. Moi, généralement, je te détrempe ça. Une botte, c'était détrempé, mais ça sentait rien. Bien, ça fait une grosse différence aussi, hein, parce qu'on parle souvent du confort, mais effectivement, d'avoir quelque chose qui est antimicrobien, ça nous évite aussi d'avoir des problèmes aux pieds par la suite. Oui, absolument. On voit les renforts en caoutchouc qui sont très bien faits, donc on va avoir un bon niveau de tolérance au niveau de la friction sur le tour des bottes. On va avancer rapidement parce que ça passe très vite, ces chroniques-là. Il y a beaucoup de bottes. Oui. On y va dans un petit peu plus chaud ici? Oui, donc dans la M-Bush, on parle d'un 200 grammes d'isolation de Primaloft. On augmente un petit peu au niveau de chaleur, fait qu'on parle plus du mois d'octobre dans ces coins-là où est-ce que la fraîche commence à s'installer. Quoique cette année, au niveau du mois d'octobre, on a certaines chaleurs en début du mois, mais ça avance tranquillement vers le froid. Donc ça pourrait être parfait pour continuer à marcher par la suite. Particularité, le zipper sur le côté pour faciliter lorsqu'on met son pied dedans, littéralement l'enfilage. Donc, très, très, très particulier de ce côté-là. C'est la première fois qu'on le voit sur une botte Browning. Même chose, renfort au niveau de la cheville. On va remarquer aussi le camo Ovix. Ben oui. Et on va remarquer le dessus de la botte qui est entièrement fait de cuir. Donc, on va traiter avec un gras animal pour la faire perdurer. Oui. On s'en va en hiver avec quelque chose dans lequel on va rester les pieds au chaud et au sec. Ben oui, écoute, avec la fameuse Winter Hunter, donc on augmente en matière de grammes d'isolation, mais c'est surtout, je dirais, on voit qu'on commence à tomber plus dans une botte d'hiver. Hein? La partie caoutchoutée qui monte beaucoup plus haute, le cuir pour avoir une isolation maximale, puis aussi un entretien qui est plus facile, hein, parce que l'hiver, c'est plus difficile un peu. Donc, on y va avec ça. Moi, je dirais, c'est vraiment avant que les grosses neiges commencent. Puis par la suite, bien, on finit ça avec la fameuse Defender. La Defender, là, elle est particulière. C'est fait comme une botte de cowboy. C'est vraiment un cuir qui est recourbé et qui est cousu sur la semelle ici. Là, on est dans la machine de Browning pour cette année, littéralement. C'est une botte que, si vous traitez avec un gras animal, va vous faire des années et des années et des années. Et le plus intéressant, c'est le confort de cette botte-là. C'est hallucinant. C'est ça qui est étonnant. Puis les filles, on est quasiment jalouses de votre modèle. Bien, regarde, je vais t'en parler. Une 400 grammes Primaloft ici, la Field Hunter 2. Il nous reste à peine une minute. Donc, Browning a parlé aux femmes. Les deux prochaines bottes sont pour vous. Même chose, un peu le même design ici. On voit qu'on a vraiment un renfort en caoutchouc pour la friction. On a des bons collets au niveau de la cheville. On a une bonne semelle intercalaire qui n'est pas trop épaisse, qui n'est pas trop lourde. Donc, ça va être confortable. L'intérieur est antimicrobien. J'y vais rapidement. Deux bottes à tige de
néophrène, donc la Invector 2 pour femmes. Chose très intéressante, tremper une première fois dans le caoutchouc, une deuxième fois dans le caoutchouc et une troisième fois pour l'embout ici, question de la renforcer. Là, on parle de la renforcer, on parle vraiment d'une botte de printemps, mais la Max Pro Hunter ici, c'est celle que vous voulez pour la fin de la saison. Là, on parle d'un 800 grammes Primaloft, très intéressant. Tige en néophrène encore là, renfort avec un coup de pied à l'arrière pour aider le retrait. Et c'est fait pour les pieds larges. Regardez-moi ça, 800 grammes en Primaloft. C'est l'alignement de la gamme Browning, mais l'émission est déjà terminée. On va vous envoyer chez les commerçants pour aller voir, ou le catalogue Browning Canada en ligne, le site, le Facebook de Browning Canada aussi, vous allez tout voir ça. Tout est là. On se revoit la semaine prochaine. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.